Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Pendant 15 ans, à la télévision, après ces quelques notes du générique d'Apostrophe, c'est son visage qui apparaissait, sa voix qui résonnait, son amour des livres qu'il nous communiquait. L'écrivain et journaliste Bernard Pivot est mort hier à l'âge de 89 ans. Une perte immense pour des millions de lecteurs. Reportage dans une librairie près de Bordeaux. Stéphane Place pour Europe 1. C'est Apostrophe, c'est de la culture qu'on peut acquérir au fur et à mesure. Je m'évadais complètement. Souvenir très fort de cette lectrice qui aimait regarder Apostrophe puis Bouillon de culture. Dans les rayons de la librairie Georges à Talence, les clients saluent le travail de Bernard Pivot. Je me souviens très bien d'émissions précises et d'autres moins. Dominique Fernandez, par exemple, Colette Audry, bon, des auteurs qui ne sont pas forcément super lus. Je pense qu'il a joué effectivement un grand rôle de prescripteur. Il a permis d'intégrer pour chacun la lecture au quotidien comme un acte ordinaire. Petite fille, c'est aux côtés de sa grand-mère que Magali regardait les émissions de Pivot. Aujourd'hui, elle est libraire. Ça fait bientôt 22 ans que je suis libraire, mais à l'époque d'Apostrophe, j'étais petite et effectivement, ça parlait quand même majoritairement de littérature que je n'avais pas encore découverte. Certes, je ne comprenais pas tout, mais c'est une petite Madeleine de Proust. Moi, Bernard Pivot, ça fait partie des personnes qui ont compté dans les émissions que j'ai pu voir à la télévision. Sa paire de lunettes dans une main, un livre dans l'autre, Pivot savait surtout rendre la culture accessible, insistent les lecteurs croisés ici. Talence, Stéphane Place, Europe 1. Hommage de la ministre de la Culture Rachida Dati également, qui salue un grand ambassadeur du livre et de la lecture pour tous. Emmanuel Macron évoque quant à lui un passeur populaire et exigeant. Le président de la République dans les Hautes-Pyrénées, par ailleurs aujourd'hui avec le président chinois, deuxième jour de la visite d'État de Xi Jinping. Hier, Emmanuel Macron remerciait Pékin pour sa décision, dit-il, de ne pas livrer d'armes à la Russie contre l'Ukraine. Les deux pays se sont aussi accordés pour pousser le principe d'une trêve olympique pendant les JO. La veille de la Mongie qui mène au col du Tourmalet est d'ailleurs totalement bouclée ce matin. Nous serons sur place dans le journal de 8h avec le correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest, Charles L'Huillier. Une trêve à Gaza s'éloigne 7 mois jour pour jour après le début de la guerre. Le Hamas a accepté un accord, mais il est loin des demandes israéliennes, répond Tel Aviv. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour Victor, bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Point de tension, Ariane. L'État hébreu qui ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu permanent. Réunis en urgence hier soir, Benjamin Netanyahou et son cabinet de guerre ont rejeté cette proposition. La raison de l'impasse est toujours la même. D'un côté, le Hamas veut qu'un accord mène à un cessez-le-feu permanent, à une fin de la guerre. De l'autre, le gouvernement israélien s'y oppose et entend maintenir l'un de ses principaux objectifs de guerre, la destruction du Hamas à Gaza. Des négociations de la dernière chance doivent tout de même se tenir au Caire. Le Qatar, le Hamas et Israël vont y renvoyer des équipes de négociateurs pour tenter de surmonter les désaccords. En attendant, l'État hébreu dit vouloir accentuer la pression militaire sur le Hamas. À l'unanimité, le cabinet de guerre a donné son feu vert hier soir à une offensive militaire terrestre à Rafah, malgré les condamnations internationales. Dans cette ville du sud de Gaza, des dizaines de milliers de Palestiniens ont reçu l'ordre d'évacuer. L'armée israélienne y mène ce matin des frappes aériennes et ses troupes, ses chars, avancent vers le point de passage qui relie l'Égypte et Gaza. La correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage. Ce conflit est sa principale conséquence en France, la flambée des actes antisémites. 4 fois plus nombreux entre janvier et mars 2024 qu'à la même période l'an dernier, comme l'annonçait hier Gabriel Attal au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France. Nous faisons face à une vague d'antisémitisme. Une vague d'une ampleur rare, plus forte, plus violente, plus relayée, plus établie qu'elle ne l'a été au cours de ces dernières années. Cette vague puissante, chacun connaît l'onde qui l'a réveillée. C'est le 7 octobre. Sur les 3 premiers mois de l'année 2024, on a déjà relevé 366 faits antisémites. C'est plus de 4 actes antisémites par jour. C'est une hausse de 300% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2023. Personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites.
avec cet exemple récent. Un chauffeur de taxi a été condamné à 8 mois de prison avec sursis hier à Créteil pour menace de mort et discrimination. Il avait refusé de prendre en charge une famille en les insultant, je cite, de sales juifs. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Poussé vers la sortie parce que jugé trop proche du Rassemblement national. L'attitude des Restos du Cœur envers l'une de ses bénévoles fait polémique depuis 48 heures. L'association a finalement rouvert ses portes hier à Colombes. Elle qui assure qu'une responsable locale lui a intimé l'ordre de démissionner après son passage à la télé. Une interview en marge d'un meeting du RN. La femme, en pleurs, dit être au RSA et écouter les propositions sociales de Marine Le Pen. C'est contraire à la charte sur sa neutralité politique, disent les Restos. Accusation que conteste toujours Jérémy Calfon, l'avocat de Colombes. Cette solution est une solution en demi-teinte. Le Resto du Cœur n'admet pas l'erreur qui a été la sienne, qui est de penser que Colombes a commis une faute. Le seul élément politique, ça a été le contexte, c'est-à-dire le fait que nous nous trouvions en marge d'un meeting du Rassemblement national. Mais dans ses propos, Colombes ne relie en rien les Restos du Cœur au Rassemblement national. Les propos recueillis par Alexis de la Fléchère pour Europe 1. Du monde sur les routes aujourd'hui avant un week-end rallongé du 8 mai. C'est rouge partout en France dans le sens des départs, prévient Bison Futé. La journée de demain, pour l'heure, est classée orange. Les sports, le football, le Paris Saint-Germain face à son destin européen ce soir. Demi-finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund. Après la rencontre aller, Paris a un but de retard. Rien d'impossible pour la qualification en finale, Cyril de la Morinerie. Oui, malgré la défaite au match aller, les Parisiens affichent leur confiance à l'image de leur entraîneur Luis Enrique hier en conférence de presse. On va gagner. C'est la seule phrase que je connais en français. Et comme elle me plaît, je pense toujours que... On va gagner. Si Dortmund s'est largement imposé face à Augsbourg 5-1 le week-end dernier, les joueurs du PSG, eux, n'ont pas joué en championnat et ont pu préparer avec sérieux ce choc. Le capitaine parisien Marquinhos s'attend à une rencontre indécise. C'est un grand adversaire. Je suis sûr que ça va être un match très dur et très difficile. Nous, on va se focaliser dans le petit détail et faire le meilleur match possible. Et les grands anciens du club parisien sont pour leur part sereins. La légende Rail assure en exclusivité sur Europe 1 que le PSG va se qualifier. Paris Saint-Germain, pour moi, c'est le favori, non seulement parce que je crois qu'ils ont la meilleure équipe. Quand on parle d'Mbappé, d'Dembélé, il y a plus de technique. Paris, pour moi, ça un grand favori et il doit passer en finale. Mais pour atteindre la finale de la Ligue des Champions à Wembley à Londres, le PSG va devoir réaliser un match d'anthologie comme en quart de finale à Barcelone. Coup d'envoi 21h ce soir. Je vous signale par ailleurs qu'en Ligue 1, Lyon a renversé Lille 4-3 dans un match complètement fou hier soir. Et puis 200 ans, ça se fête et plutôt 4 fois qu'une. La 9e symphonie de Ludwig van Beethoven à 2 siècles. Première représentation, je suis sûr que vous le savez, à Vienne le 7 mai 1824. Bien sûr. Vienne qui fait partie des 4 villes avec Paris, Leipzig et Milan qui ont été sélectionnées par la chaîne Arte pour un concert exceptionnel. Chacun leur tour, 4 orchestres joueront un mouvement de la symphonie pour former ce spectacle retransmis en direct à partir de 22h. Voilà. En européen, aurait dit donc Emmanuel Macron. Mais ça va être grandiose. Et bien, juste avant ça, juste avant ce grand concert, cet après-midi de 15h à 16h, Stéphane Bern vous raconte la véritable histoire de Ludwig van Beethoven sur Europe 1. Il va y avoir beaucoup de musique et des choses passionnantes à découvrir sur le compositeur. La grande culture européenne à l'honneur sur Europe 1. Merci beaucoup Victor Pourchet.